Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de ce journal. La 6e édition de la CGCI Academy s'est ouverte ce vendredi ici à Abidjan autour du thème devenir un champion national. Cette cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le port autonome d'Abidjan fait face à un défi, celui de la compétitivité. Comment préserver sa réputation de port de référence en Afrique de l'Ouest? On en parle dans quelques instants avec Noël Nyagno Sakalou. Les autorités de la région anglophone du sud-ouest du Cameroun ont annoncé hier jeudi une interdiction stricte de se déplacer imitant la région du nord-ouest où un couvre-feu est déjà en place à 3 jours d'une proclamation symbolique de leur indépendance par les séparatistes anglophones. Commençons par cette information. Le président du groupe Coca-Cola pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique a été reçu hier jeudi par le président de la République Alassane Ouattara. Brian Smith a réaffirmé la volonté de son groupe à investir en Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Abolin. Il est le président du groupe Coca-Cola pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Il a été reçu ce jeudi par le président de la République Alassane Ouattara. Brian Smith, c'est son nom. Au terme de cette rencontre avec le président Alassane Ouattara, il a indiqué avoir réaffirmé au chef de l'État la volonté de son groupe de continuer à investir en Côte d'Ivoire et contribuer ainsi à la relance de l'économie ivoirienne. Coca-Cola est très satisfait de l'environnement opérationnel que le gouvernement a su mettre en place pour permettre à des compagnies comme la nôtre d'opérer de façon sereine dans le pays. Et notre intention est de continuer à investir en Côte d'Ivoire où nous voyons un véritable potentiel économique et où en partenariat avec notre embouteilleur Solibra, nous allons continuer de grandir notre business dans le pays. Selon le président du groupe Coca-Cola pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, cette rencontre avec le président Alassane Ouattara a été également l'occasion de lui annoncer la signature d'un protocole d'accord avec le ministère ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique. Protocole d'accord pour un don d'équipements médicaux destinés à des centres de santé en Côte d'Ivoire. Les activités du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Hier jeudi, le chef du gouvernement ivoirien a procédé à l'ouverture officielle du portail des procédures dématérialisées, une plateforme qui devra permettre aux populations d'accéder aux services administratifs sans avoir à se déplacer. Alexis Ouedraogo. Les longues files pour obtenir des papiers administratifs devraient bientôt disparaître. La dématérialisation des procédures des services publics est engagée. Le chef du gouvernement a procédé à l'ouverture officielle du portail. Dans la pratique, en un clic, il est possible, sans se déplacer, de faire les demandes de documents administratifs. C'est en effet la première fois dans l'histoire de l'administration publique de notre pays, voire de l'Afrique subsaharienne, que des procédures administratives sont dématérialisées, de la phase informationnelle à la phase transactionnelle et regroupées sur un même site. Avec l'appui du ministère de la Communication et de l'Économie numérique, la plateforme héberge la première vague des e-services de l'État, e-éducation, e-santé, e-administration et e-agriculture. L'objectif recherché vise, entre autres, par une utilisation accrue du numérique, à améliorer l'offre de services publics, à renforcer la participation citoyenne et à promouvoir l'interaction entre les citoyens et l'administration. Ces outils et solutions doivent également permettre à notre administration d'être plus efficace, moins lourde, plus souple, plus fiable, plus économe. Pour le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly, il est important d'améliorer et de faciliter le quotidien de l'Ivoirien. Les procédures en ligne ne doivent souffrir d'aucune contestation. C'est votre devoir de maintenir la confiance entre l'État et les usagers dans la gestion rationnelle des traitements de dossiers. Il y va également de l'image de l'administration ivoirienne, de l'image de notre pays. Parce que vous ne devez pas perdre de vue qu'une fois en ligne, le portail www.servicepublic.gouv.ci est accessible au monde entier. Il devient l'un des vecteurs de l'image de l'administration ivoirienne et de notre pays.
Je vous exhorte à être davantage à l'écoute des citoyens au profit desquels l'administration se déploie. La plateforme se veut à terme un guichet unique pour la demande et la réception de toutes les prestations de l'administration publique. Nous vous le disions à l'instant dans nos titres, la 6e édition de la CGCI Academy s'est ouverte ce vendredi ici à Abidjan autour du thème devenir un champion national. Le pays invité d'honneur est la Guinée-Conakry. La cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, pour qui cette initiative répond aux aspirations du gouvernement qui s'attelle à améliorer le climat des affaires. Nous écoutons justement le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La politique de développement économique impulsée par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, depuis 2011, accorde une place prépondérante au secteur privé, considéré à juste titre comme le principal moteur de la croissance économique. Ainsi, d'importantes réformes structurelles et sectorielles sont mises en œuvre avec la pleine implication du secteur privé à travers divers cadres d'échange. Ces réformes ont permis à notre pays d'entrer dans le cercle vertueux des économies à forte croissance dans le monde et de poser les fondements de notre émergence économique avec l'appui conséquent du secteur privé. Le climat des affaires a connu une amélioration significative, ce qui inspire la confiance des investisseurs privés de tous horizons et ce que celle de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. Les enjeux de cette 6e édition de la CGCI Academy qui s'est ouverte ce vendredi ici à Abidjan autour du thème devenir un champion national avec notre reporter Jean-Luc Bangbo Kwame. Les Ivoiriens sont en règle générale peu entreprenants. C'est ce qui ressort de l'étude dénommée Côte d'Ivoire 2040, menée en 2011 par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI. L'une des réponses à ce constat a été l'institution en 2012 de la CGCI Academy. Sa mission principale, construire un secteur privé fort pour soutenir le développement économique de la Côte d'Ivoire. L'édition 2017 de CGCI Academy s'inscrit dans la continuité de cette mission. Nous voulons faire de ces assises de la 6e édition de la CGCI Academy de pouvoir vraiment viser à renforcer donc le tissu des entreprises ivoiriennes et de pouvoir effectivement accélérer la construction des champions nationaux. Le thème retenu pour cette 6e édition est « Devenir un champion national », un thème qui sonne comme une exhortation à l'entrepreneuriat. Nous essayons vraiment d'encourager les jeunes à entreprendre. Et ils ont de très très bonnes idées, de très belles idées et très souvent ils ne vont pas au-delà et ils ne les mettent pas en pratique. Et donc nous, notre rôle ici, à travers CGCI Academy, en organisant des labs, c'est vraiment de les encourager à mettre ces idées intéressantes là en valeur. CGCI Academy entend s'affirmer désormais comme le principal rendez-vous du secteur privé ivoirien. Elle a la particularité, cette 6e édition, de s'adresser à tous les dirigeants d'entreprise pour que la CGCI Academy devienne véritablement le forum de rencontre, le forum annuel du secteur privé ivoirien. CGCI Academy 2017 aura comme pays invité d'honneur la Guinée, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Plusieurs personnalités du monde économique et des affaires prendront également part à ces assises. Parlons maintenant de la semaine nationale du cacao. La Côte d'Ivoire, le premier producteur mondial de cacao, vu cette première place. Il est désormais question de transformation pour permettre un meilleur profit au pays, mais encore plus aux paysans, comme le souhaite le président de la République, Alassane Ouattara. Deuxième grand titre de cette édition, le port autonome d'Abidjan fait face à un défi, celui de la compétitivité. Comment préserver sa réputation de port de référence en Afrique de l'Ouest? Que fait la direction actuelle du port pour permettre aux poumons de l'économie ivoirienne de s'imposer dans la sous-région? On en parle avec Noël Ngagno Sakalou. Regardez. Hier, port de référence de la côte ouest africaine, le port autonome d'Abidjan est aujourd'hui menacé par des ports concurrents du fait d'une absence d'investissement sur plus de 2 décennies dans un secteur en permanente mutation technique et technologique.
Comparativement aux autres ports, nous avons perdu une partie des trafics de transit et de transbordement. Vu que les travaux sont en cours, vu que le port d'Abidjan ne peut pas accueillir les grands bateaux, le transbordement, les gens vont ailleurs. Ils vont même à Tema, ils vont même à Cotonou, à Lomé, parce que là-bas, le port est déjà, le port a été réhabilité, les profondeurs sont suffisantes, les grands bateaux peuvent venir là-bas. Pour le transit, on a perdu une bonne partie parce que face aux difficultés, beaucoup sont passés par le Ghana, beaucoup par le Togo. Que faire pour remettre le port à flot et en faire à nouveau le port de référence de la façade atlantique de l'Afrique et soutenir l'économie ivoirienne en pleine croissance? Yacouba Yensié, directeur général du port, a pris le pari d'investir dans l'amélioration de l'existant. Le port autonome d'Abidjan a fait un schéma directeur entre 1997 et 2000. Ce schéma directeur a établi l'évolution du port sur le court, le moyen et le long terme. Le long terme prévoit effectivement que le port se déploie sur des réserves foncières qui sont sur l'île Boulé et le cordon ouest. Mais aussi faut-il avoir des voies d'accès. Sur l'île Boulé, il faut un pont. Il n'existe pas encore. Cordon ouest, il faut soit un pont entre l'île Boulé et le cordon ouest ou un tunnel sur le canal de Vridi. Ça n'existe pas encore. Je précise aussi que dans ce schéma directeur, la phase intermédiaire était l'extension du port sur l'existant, l'optimisation de l'existant. Finalité de cette vision, reconquérir la compétitivité du port autonome d'Abidjan à 2 ans du curseur de l'émergence. Voilà qui explique le niveau des investissements et leur coût. 800 milliards de francs CFA. Le montant le plus élevé des investissements du PND, Plan national de développement, sur la période 2011-2017. Ces investissements sont de 2 natures, l'élargissement du canal de Vridi et le gain des terres sur la lagune. S'agissant de l'élargissement du canal de Vridi, il passe de 200 mètres à 350 mètres avec à la clé un impact socio-économique notable. L'élargissement et la rectification du canal de Vridi, parce que le canal de Vridi, son accès n'était pas droit et il fallait redresser ça. Si on ouvre le canal et que de très gros bateaux peuvent venir, il est clair que le nombre de conteneurs transportés en une seule fois devenant très important, ça va avoir une influence forcément sur le prix. Deuxième composant de la vision du capitaine Yensié, gagner des terres sur la lagune. Dans ce chapitre, un premier gain de terre porte sur la construction de 2 terminaux, l'un à conteneurs et l'autre pour le bateau à manutention horizontale dit RoRo. Pour cette opération, plus de 60 caissons sont déjà réalisés sur les 90 prévus. Ces 2 terminaux permettront de réduire les coûts de passage, d'accroître le trafic de transbordement, enfin de réduire sensiblement la saturation du terminal existant. Le second gain des terres sur la lagune est destiné à la création de terrains industriels pour une superficie de 40 hectares, l'équivalent de 40 stades de football. Des investissements dont le niveau de réalisation rassure la tutelle. Pour assurer le port d'Abidjan que l'État est à ses côtés, l'entreprise pour voir si les délais qui ont été annoncés et pour lesquels l'État a bien voulu consentir donc 800 milliards de francs CFA, si les délais vont être tenus. Mais un port, c'est aussi des voies d'accès. Pour entrer au port, vous passez par le pont Fobani ou vous passez par Port-Boué. Pour un grand port comme ça, ce n'est pas suffisant. L'État est en train de travailler, je crois, à trouver une autre voie de sortie qui partirait de Zimbabwe, Carrefour Solibra. Ça va nous donner une voie de sortie qui va nous soulager. Mais en attendant cela, il faut aider à ce que les camions soient ailleurs. Les camionneurs qui viennent du Burkina, qui viennent du Mali, et même ceux qui travaillent pour la Côte d'Ivoire, qui viennent dans la zone portuaire, il faut bien une zone où ils garent. Mais à défaut d'avoir une zone où ils garent, ils sont le long des boulevards, ils sont un peu partout. Il s'agit de trouver une zone logistique où on va faire de sorte que les camions qui viennent de l'intérieur, du Mali, du Burkina ou de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, vers le port, qui passent un temps là-bas, et arriver au port par grappe, peut-être par 100 camions, par 200 camions, au fur et à mesure de la capacité de déchargement dans le port. Voilà le prix à payer pour repositionner le port autonome d'Abidjan et oxygéner ainsi à plein poumon l'économie ivoirienne. Autre chose dans cette édition, les ministres en charge des infrastructures et des transports routiers de l'UEMOA, du Ghana et de la Guinée étaient en réunion hier jeudi ici à Abidjan au centre des échanges, l'harmonisation des procédures de contrôle des véhicules poids lourds. Lancide Bakayoko.
Malgré les campagnes de sensibilisation et l'acquisition d'équipements de pesage, l'application de ce règlement, 12 ans après son adoption, reste en deçà des résultats escomptés. Les surcharges continuent d'être pratiquées sur la plupart des axes routiers de l'espace UEMOA. Les conséquences sont désastreuses. Exemple, la dégradation précoce des routes avec des coûts économiques et sociaux estimés à une quarantaine de milliards par an. Un manque de volonté politique selon les partenaires financiers, ce qui va entraîner un changement d'approche. Le temps des dons est révolu. Il s'agit désormais de prêts qui seront remboursés par les impôts des États et des citoyens ouest-africains, même s'il est vrai que les bonifications d'intérêt et les mixages prêts-dons mobilisent encore financièrement les partenaires et justifient leur présence ici. Cette décision des bailleurs de fonds de rendre rigides les conditions de décaissement des ressources et même de comprimer l'enveloppe financière en faveur de l'Union ne doit pourtant pas être prise comme une fatalité. Dans tous les cas, nous avons conscience que notre développement doit désormais reposer sur la mobilisation de nos ressources intérieures. Pour donner un contenu à cet engagement plus que vital pour nos économies, il importe d'accélérer ici et maintenant l'application du nouveau dispositif de réglementation des procédures de contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules poids lourds. Sur ce chantier, la Côte d'Ivoire a déjà fait beaucoup de progrès. Sur l'ensemble du territoire, les 84 plateformes recensées disposent de pèse-essieux fixes, mobiles ou de pompes bascules. Les 7 corridors reconnus disposent de 16 pèse-essieux, dont 5 fixes et 11 mobiles. Dans l'espace 8 mois, 90% des échanges commerciaux intracommunautaires se font par la route. Depuis le 1er décembre 2015, Save the Children a initié un projet intitulé « Ressources pour l'élimination de la vulnérabilité chez des enfants ». Objectif, venir en aide aux enfants vulnérables et les personnes vivant avec le VIH-Sida. Les résultats et les défis de ce projet avec Alain Marcel et Issa Yeo Chodan. Save the Children au secours des enfants vulnérables et des personnes vivant avec le VIH-Sida. À travers son projet Rêve, ressources pour l'élimination de la vulnérabilité des enfants, financé par l'USAID, l'ONG internationale apporte son aide aux familles et réseaux communautaires en difficulté. Le projet s'étend aux régions d'Abidjan 2, de l'Agnébi-Tiassa, de la Mé, du Bélier, du Gbeke, de l'Indénié-Jouablin, du Nzi et de l'Ifou. Après 39 mois de mise en œuvre, les résultats clés et les défis sont rendus publics. Les résultats qui sont présentés aujourd'hui sont les résultats de l'année fiscale octobre 2016 à septembre 2017. Et à la fin août, nous avons presque atteint tous les objectifs qui avaient été assignés avec l'USAID pour l'année fiscale qui est en train de s'achever. Et nous devrions atteindre autour de 90 000 bénéficiaires à travers ce projet. À la fin de l'année fiscale, nous les avons presque atteints à 95%. Et l'année fiscale à venir, nous comptons encore aller au-delà. Investir dans la protection des enfants, c'est tracer les signaux du développement de la nation. Rêve est source de création d'emplois. C'est donc une bouée de sauvetage contre la pauvreté, contre la précarité et contre l'indigence. Il touche aux problématiques de l'inclusion et de l'intégration sociale, des concepts qui sont des concepts clés qui guident les actions de notre département ministériel. Le ministre Jean-Claude Kouassi invite l'ONG internationale Save the Children à amplifier ses actions sur le terrain pour le bien-être des populations. Ce projet prend fin en 2020. Il va coûter 20 millions de dollars, environ 10 milliards de francs CFA. Plus de 87 000 personnes vulnérables bénéficient déjà de la prise en charge depuis son démarrage en 2015. Journée nationale de lutte contre la rage. La cérémonie officielle a eu lieu à Tiassalé. 10 000 personnes sont exposées à la rage chaque année en Côte d'Ivoire. Les ministres des Ressources animales et halieutiques et de la santé et de l'hygiène publique ou leurs représentants invitent les populations à faire vacciner leurs chiens qui sont les responsables à 99% des cas de rage selon les spécialistes. Francis Boifo.
Une minute de silence en mémoire des personnes décédées de la rage suite à une morsure de chien. Le bilan partiel cette année révèle 10 décès, dont 5 enfants. La maladie se transmet de l'animal à l'homme par morsure ou par griffure. Le chien en est le responsable 99% des cas. La rage est une maladie mortelle à 100% lorsqu'elle est déclarée. Malgré les mesures prises par les autorités depuis 2007, plusieurs cas de rage ne sont pas déclarés par les populations. La lutte contre la rage requiert non seulement une vigilance accrue et continue de la part des services vétérinaires, mais aussi et surtout la participation de tous. Signaler tout cas de morsure au médecin ou à l'agent de santé. Porter au vétérinaire pour la mise sous surveillance tout animal mordeur. Cela pour réduire les risques liés à la maladie. 10 000 personnes sont exposées à la rage chaque année. Une campagne nationale de vaccination a été lancée à Tiasalé. Le message, c'est de demander aux propriétaires de chiens de venir dans nos services vétérinaires pour faire vacciner leurs chiens. Parce que le chien qui n'est pas vacciné, quand il mord, c'est la mort qui s'ensuit. La dose est 2 000 francs. Avant, il fallait débourser 9, 10, voire 11 000 francs pour vacciner un chien. Le gouvernement a diminué jusqu'à 2 000 francs. Ce qui nous réjouit, c'est pas que nous voyons souvent son activité. Et je souhaite que tous les propriétaires de chiens vaccinent leurs chiens. Objectif visé, éradiquer la rage de la Côte d'Ivoire d'ici à 2030. La 4e édition de la rencontre de haut niveau pour une transhumance transfrontalière apaisée entre les pays sahéliens et les pays côtiers se tient ici à Abidjan depuis le 27 septembre. Cette rencontre vise entre autres à rechercher des solutions aux conflits récurrents entre éleveurs et agriculteurs des pays côtiers. Jean-Luc Gbangbo, Kwame reportage. La question liée au conflit entre agriculteurs et éleveurs n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire. Elle a été au cœur de la 4e édition de la rencontre de haut niveau pour une transhumance transfrontalière apaisée entre les pays sahéliens et les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest. Les gens se comprennent mal parce que les gens qui sont venus de leur patrie, on ne peut pas parce que les éleveurs mangent du mil, ils ne peuvent pas gâter ça parce que c'est là qu'ils mangent. Et je crois bien, les agriculteurs aussi, ils sont là pour avoir du lait et avoir de la viande. Nous demandons à la population qu'ils se patientent, qu'ils sachent qu'ils sont en face de leurs frères et leurs sœurs. 800 cas de conflit entre agriculteurs et éleveurs ont été enregistrés en Côte d'Ivoire sur la période 2016-2017, occasionnant un montant de plus de 93 millions de francs CFA d'indemnités versées aux victimes. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, qui a rendu public ces chiffres, a levé un coin de voile sur les dispositions prises par la Côte d'Ivoire pour juguler ce phénomène. Il s'agit d'un projet de décret portant réglementation de pâturage et des déplacements de bétail, d'un projet de décret fixant les modalités de création, d'aménagement et d'exploitation des zones d'accueil des transhumants et des sites de pâturage privés. La rencontre de haut niveau pour une transhumance transfrontalière apaisée se veut un facteur d'intégration entre les pays sahéliens et les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest. Elle vise notamment à promouvoir la production animale et sa mise en marché, tout en prévenant les conflits qui pourraient survenir entre les différents acteurs de ce secteur. Un reportage signé Jean-Luc Gbangbo Kwame. L'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire a tenu son assemblée générale ordinaire, une occasion pour les présidents de conseils régionaux et gouverneurs de district de faire le bilan des activités de leur fêtière. Kwasi Mamadou. Cheville ouvrière du développement local, les présidents des conseils régionaux et gouverneurs des districts de Côte d'Ivoire sont devenus incontournables dans la mise en œuvre des politiques de développement. Une fêtière est donc née depuis 2013 pour donner une plus-value à la décentralisation. Il s'agit de la RDCI, Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, qui fait aujourd'hui son bilan. Le bilan est positif. En matière d'infrastructures de base, notamment l'école, former les jeunes Ivoiriens. Nous sommes rentrés dans l'amélioration des conditions scolaires avec le programme des collèges de proximité. Il s'agit pour nous, en respectant les ODD, de ramener les enfants à pas plus de 5 km
de leur lieu de résidence. Nous avons aussi mis l'accent sur les activités génératrices de revenus. Nous avons l'appui de l'INIE. On est parti avec pour objectif de créer 10 PME par région, chaque année. Les présidents des régions et gouverneurs de district se sont félicités de la désignation d'un de leurs comme meilleur élu local pour le prix d'excellence 2017. Pour le docteur Akaole, ce prix est la somme des actions de lutte contre la pauvreté menées sur le terrain. Ce sont deux choses qu'il faut conjuguer, mais il est évident qu'en toute chose, en matière de développement, il faut toujours établir des priorités. Et dans un premier temps, nous avons commencé par les problèmes d'infrastructure de base, mais aujourd'hui, nous entrons de plein pied dans la politique de développement, création d'activités de base. À la RDCI, la femme occupe également une place importante dans la politique de développement. À partir du moment où je suis femme à la tête de ma région, donc j'essaie de sensibiliser les femmes pour qu'elles prennent conscience pour être autonomes. Une femme qui est autonome peut faire beaucoup de choses. Le directeur général de la décentralisation a félicité les présidents des conseils régionaux pour leurs efforts quotidiens dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Il annonce par ailleurs des dispositions pour faciliter le travail sur le terrain. Le gouvernement, dans le cadre de la mise en œuvre de la vision du chef de l'État en matière de décentralisation territoriale, a proposé au président de la République de conférer le statut d'association d'utilité publique aux faits tiers des collectivités territoriales, dont la RDCI. Cette reconnaissance acquise depuis 2015 permet à l'État de désormais mieux cibler ses appuis à l'endroit de l'ensemble des faits tiers des entités décentralisées en vue de la conduite à bonne fin de leurs objectifs. Au cours de cette Assemblée générale, les discussions portent également sur la politique de financement de projets de développement et surtout sur le renforcement de la coopération internationale. L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire a offert une réception à l'occasion de la célébration du 85e anniversaire de la fête nationale de ce royaume. Cette année, l'accent a été mis sur le renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite. Ahmed Traoré, Alexis Zaoui Draogo. Fête nationale du Royaume d'Arabie Saoudite. Mardi soir à l'Hôtel Ivoire, l'heure était à la célébration. L'occasion pour l'ambassadeur du pays en Côte d'Ivoire de saluer les bonnes relations entre les deux pays. Depuis son unification, le pays a toujours œuvré pour le renforcement des relations avec les États, de manière à servir les intérêts communs et répondre aux aspirations des peuples. C'est ainsi que ces relations avec la République de Côte d'Ivoire continuent de se développer à tous les niveaux. Et elles sont renforcées davantage à travers les échanges de visites entre les responsables des deux pays, dont la dernière a été celle de son Excellence Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, à Riyad, en mai dernier, à l'invitation du serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, pour prendre part au sommet arabo-islamique américain. Pour le ministre François Amicha, le gouvernement ivoirien est fermement engagé à renforcer la coopération avec le Royaume. La Côte d'Ivoire s'honore d'entretenir avec le Royaume d'Arabie Saoudite des relations confiantes et solides dans divers domaines de coopération. Ainsi, pour ne citer que quelques exemples, le gouvernement ivoirien est heureux de rappeler ici les contributions significatives de votre pays au développement de la Côte d'Ivoire. Le financement du prolongement de l'autoroute du Nord, la construction de routes dans la partie septentrionale de notre pays, la construction du lycée professionnel d'Odiéné, le financement des travaux d'achèvement de la grande mosquée Salam du Plateau, l'octroi chaque année par le Royaume d'Arabie Saoudite de dizaines de bourses d'études à des étudiants ivoiriens pour leur formation. Cette année, ce sont plus de 6 000 Ivoiriens qui ont effectué le pèlerinage à la Mecque, une augmentation de 1 000 personnes pour l'accomplissement de ce pilier de l'islam. Et nous allons terminer avec cette information. Les autorités de la région anglophone du sud-ouest du Cameroun ont annoncé hier jeudi une interdiction stricte de se déplacer, imitant la région du nord-ouest où un couvre-feu est déjà en place à 3 jours d'une proclamation symbolique de leur indépendance par les séparatistes anglophones. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI1.